Il est 15 h, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les faits saillants. Djibouti se classe parmi les 10 premiers pays, classement donc Doing Business, indicateur donc de la Banque mondiale. Et fusillade au Texas, au moins 26 morts. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre a parrainé aujourd'hui une réunion de sensibilisation sur les efforts accomplis par le gouvernement djiboutien pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Un document appelé Doing Business, émis par un organisme spécialisé de la Banque mondiale sur l'état en matière économique et commerciale, classe Djibouti parmi les 10 premiers pays qui ont su donc engager les activités donc nécessaires pour booster leur économie. Djibouti fait ainsi partie des pays qui répondent aux indicateurs et réglementations de cet organisme. Doing Business est un rapport de la Banque mondiale qui analyse annuellement les activités des États membres. Le rapport a été récemment publié. Les hauts responsables concernés ont pris part donc à cette rencontre, dont le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Ghela Oubakar, le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, le ministre du commerce, le ministre de la communication, Abdi Youssouf, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Était également présent le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan, les diplomates en poste à Djibouti et de nombreux hommes d'affaires. Monsieur le Président de la République a tenu à organiser en décembre, et l'ensemble des administrations publiques et privées au niveau de Djibouti ont eu à travailler. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des résultats obtenus sur une période juste de 6 mois, c'est-à-dire durant la période décembre à mai, fin mai 2017. Sur les réformes qu'aujourd'hui Djibouti et nous-mêmes nous en réjouissons. Je parle de la réforme ou de la mise sur pied du partenariat public-privé, qui était la première, présidée par le chef de l'État, qui a donné un succès sur les avancements des travaux et que nous espérions qu'il y ait des consécrations sur des objectifs auxquels nous nous sommes fixés. Et nous allons revenir donc sur ce rapport Doing Business qui a classé Djibouti 10e donc avec Ali Abdoulaye. Bonjour Ali. Bonjour. Donc Ali, nous savons que Djibouti a entrepris d'énormes efforts et de réformes en matière économique et commerciale pour appuyer notamment l'investissement et la transparence dans le monde des affaires. Eh bien donc retenez ce chiffre, Djibouti est passé de la 27e place à la 10e place. Selon le document de la Banque mondiale Doing Business, le pays donc a gagné 17 places par rapport au classement de l'année dernière. Les 10 indicateurs de performance portent donc sur la facilité à aider les entreprises à s'installer et faire des affaires à Djibouti, à l'obtention d'un permis de construction, à leur faciliter le raccordement électrique et les connexions annexes eau et télécommunications, également le transfert des propriétés, l'obtention d'un prêt, la protection des investisseurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. La création du guichet unique pour faciliter l'installation rapide d'une quelconque entreprise a permis donc tous ces bonnes notes. Tous ces critères expliquent ce bon classement de la République de Djibouti qui œuvre pour faciliter les affaires et attirer donc les investisseurs directs étrangers. Bien Ahmed, pour vous dire en clair, le climat économique de la République de Djibouti s'annonce donc meilleur. Merci Ali pour cette analyse. Et le ministre en charge des investissements, Ali Ghela Oubakar, a indiqué dans son discours que le gouvernement s'est toujours amélioré le climat des affaires pour soutenir notamment la croissance et la bonne gouvernance. On l'écoute. Ces rapports visent à mettre en exergue l'évolution positive, les réformes engagées et le nouveau chantier à mettre en œuvre afin d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité économique de la République de Djibouti. Vous me permettrez d'adresser mes plus vifs remerciements et mes salutations à nos partenaires au développement ici présents, et plus particulièrement au groupe de la Banque mondiale
qui nous appuient et accompagnent dans le processus de mise en œuvre des réformes. Distingués invités, ces rapports de notation de la Banque mondiale a classé la République de Djibouti à la 154e position sur un total de 190 pays. À l'issue de ce classement, la République de Djibouti a connu une progression de 17 places par rapport à l'année 2017 et se hisse parmi les 10 pays les plus réformateurs de l'année, enregistrant au passage le meilleur progrès pour la région MENA. Cette cérémonie est d'une importance capitale car elle constitue pour nous l'appréciation à sa juste valeur des efforts consentis par tous les partis dans l'amélioration du climat des affaires en République de Djibouti. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a précisé que par rapport à il y a une quinzaine d'années, Djibouti a un taux de croissance aujourd'hui appréciable. Il a toutefois soutenu que les efforts du gouvernement doivent être poursuivis. Nous l'écoutons. La volonté du gouvernement est d'améliorer la bonne gouvernance afin que le développement engagé par le chef de l'État soit durable. En effet, la croissance est depuis une dizaine d'années forte et incontestable. Les effets sont visibles et les chiffres le confirment. Le taux de la croissance économique est nettement supérieur au taux de croissance démographique. Il est donc important que soient mis en œuvre tous les éléments pour que les fruits de la croissance puissent profiter à toute la population. Et c'est ça la volonté du gouvernement. Les actions de solidarité nationale en sont les moyens. Les actions pour améliorer la bonne gouvernance en sont un autre. Parmi ces dernières se situent les réformes administratives et notamment celles qui nous concernent aujourd'hui. Les réformes pour créer des emplois. Ceci se situe au cœur des préoccupations du gouvernement. Le document qui est présenté aujourd'hui est donc important pour notre pays. Également dans l'actualité, la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, poursuit ses contacts avec les populations des régions de l'intérieur. Après les régions du sud, cette caravane donc a été en déplacement cette semaine dans les régions du nord, notamment à Obok et à Tadjoura. À Obok, donc, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé donc à cette occasion que les populations doivent se prendre en charge avec l'appui des conseils régionaux qu'elles ont élus sur place. Le président de l'Assemblée nationale donc, et sa délégation ont été accueillis donc, par le préfet et le président du conseil régional de la ville d'Obok. Une première réunion s'est tenue pour donc, la suite du programme de cette caravane. Et une réunion donc, par la suite plus élargie avec toujours sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale s'est tenue en consultation réunissant des municipaux, des représentants de la société civile, des représentants des femmes, des autorités coutumières de toute la région, des sages. Et après les salutations d'usage, Mohamed Ali Ahmed donc et son équipe ont transmis les meilleurs vœux du président de la République et du Premier ministre. Lors de cette réunion, outre les doléances, l'ensemble des participants ont pu échanger donc sur les diverses activités effectuées ainsi que les défis à relever. Politique et constructive sur le fonctionnement de la décentralisation dans ses différents aspects. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous, en mission d'information portant sur l'état de transfert des compétences. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un atelier portant sur la décentralisation entre élus locaux, élus nationaux et membres de la société civile. Nous entamons nos travaux de caravane parlementaire et effectuons une première prise de contact officielle entre nouveaux élus locaux et élus nationaux. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Une courte pause, nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et nous disions donc que la caravane parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, se trouvait ce matin dans la région d'Obok. Et durant la réunion avec les représentants de la société civile, le président Ahmed a exhorté donc les jeunes et moins jeunes ainsi que les femmes à participer aux efforts de développement aux côtés de l'État. Selon lui, il ne faut plus adopter une position attentiste mais participer aux efforts de développement et de construction. Et pour le président de l'Assemblée, l'État-providence ne peut perdurer. Une fausse idée est répandue auprès de notre population, a-t-il indiqué, qui pense à tort que l'État c'est uniquement les officiels. Pour lui, les mentalités doivent changer aujourd'hui. L'État est aussi représenté par une société civile active, par ces hommes et femmes dévolus à la cause nationale. Il a plaidé pour plus de civisme dans l'entretien, notamment des biens, des voies de communication, des postes de soins et des écoles. Ils sont les biens de tous, a-t-il indiqué. Il a poursuivi en indiquant donc également que plus de moyens ont été alloués aux conseils régionaux. Les élus de ce conseil ont été élus donc de manière démocratique et non pas désignés. Et pour nous en parler, nous avons donc en direct, en duplex, en ligne avec nous depuis la région de Tadjoura, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui est en direct par téléphone avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, comment se déroule votre caravane parlementaire? Je rappelle que vous avez commencé par le sud, là vous êtes dans le nord, vous avez fini à Bokobok, là vous attaquez Tadjoura. Oui, c'est cela. En fait, ça fait depuis une semaine que nous signalons donc l'ensemble de la région de l'intérieur. Nous avons commencé cette caravane d'Arta. Nous avons après entamé Alicebier, Tikil,
hier à Obok, aujourd'hui nous sommes à Tadjoura. Donc c'est une caravane qui est axée, il faut le savoir, sur les renforcements donc, de la décentralisation, et nous voulons que les transferts de compétences vers les régions, vers les conseils régionaux. Donc nous sommes en train de voir l'état d'avancement donc, de ces transferts de compétences vers les régions, et nous sommes là aussi pour sensibiliser la population sur l'appropriation. Nous voulons que la population prenne en main les régions, et nous voulons que la population soit consciente que l'importance de la décentralisation. Et pour cela, donc, nous avons entamé des ateliers de formation et de sensibilisation, des ateliers d'information et de sensibilisation au profit des membres des conseils régionaux dans l'ensemble des 5 régions. Et par la même occasion, nous allons aussi organiser donc, des concertations avec la population. Et nous sommes là actuellement en plein débat avec l'ensemble donc des représentants des chefs coutumiers qui sont à Tadjoura-Ville, y compris donc avec à la tête les sultans de Tadjoura. Oui. Pardon de vous interrompre. Est-ce que votre message, le message que vous transmettez donc à l'ensemble des populations des régions de l'intérieur, qui est de travailler côte à côte avec l'État pour le développement, a été bien reçu selon vous? En tout cas, nous avons donc transmis ce que nous voulions transmettre à la population à travers donc les OCAL, les chefs coutumiers donc qui représentent, comme vous le savez, hein, l'ensemble de la population de l'arrière-pays. Nous rencontrons, nous informons les chefs coutumiers, mais donc ce n'est qu'une partie. Mais nous voulons que cette information soit élargie sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que nous informons donc les OCAL qui normalement doivent transmettre ce message au profit de leurs donc tribus qui sont restés dans l'arrière-pays. Et c'est pour cela que j'insiste. Et il faut que la population comprenne que les infrastructures que le gouvernement a mis en place, ça les appartient. Le gouvernement est censé de mettre en place des activités aussi génératrices de revenus. Mais après cela, il faut que la population s'approprie de tout cela et aussi développe et rajoute quelque chose. Donc nous voulons que la population participe au développement de la région, et notamment en mettant leur pierre à l'édifice. Et nous insistons sur cela, et je pense que cette information, je pense qu'elle est passée, mais après, il ne faudra pas s'arrêter là. Il faudra, après, donc c'est le travail de longue haleine. Hein, donc les parlementaires vont continuer. Après, donc chacun dans leur circonscription administrative. Vous savez qu'aussi, donc nous sommes maintenant à 3 mois d'élection donc législative qui va se dérouler, Inch'Allah, dans le courant du mois de février. Et donc nous voulons, même si c'est la fin du mandat, mais on veut que ce travail-là reste. Même si nous ne sommes pas réélus, donc les autres qui vont être réélus suivent nos traces. Donc nous voulons mettre en place ça, cette information, donc cette technique, donc je veux dire de sensibilisation et de transmission donc des savoir-faire qui concernent la décentralisation. Alors, Monsieur le Président, une dernière question. Vous avez donc traversé l'entier pays, donc à la rencontre de ces populations de l'intérieur. Donc, vous avez sûrement recueilli de nombreuses doléances. Alors, ces doléances sont-elles pareilles pour toutes les régions ou diffèrent-elles? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'il faut savoir que l'ensemble des régions que nous avons sillonnées, le premier point à l'ordre du jour que les représentants donc de la communauté donc nous ont transmis, c'est le chômage des jeunes. Donc c'est un défi pour le gouvernement donc de lutter contre le chômage. La lutte contre le chômage doit être priorité des priorités dans l'ensemble, sur l'ensemble des régions de l'intérieur. Donc c'est les premiers points sur lesquels nous allons continuer maintenant donc dans la capitale, et nous allons aussi informer et auditionner, je veux dire, les membres du gouvernement à l'Assemblée pour que, normalement, dans le cadre du développement du programme Escape, donc c'est prévu qu'il y ait donc de programme de lutte contre le chômage, mais ce n'est pas assez pour le moment, donc il n'y a pas encore l'impact en fait sur les régions de l'intérieur. Donc nous voulons qu'il y ait un impact sur les régions de l'intérieur, donc pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Merci, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Alors, c'était le Président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, qui conduit une importante délégation dans toutes les régions du pays, dans le cadre donc de la caravane de l'indépendance, et ce, à quelques mois des prochaines échéances législatives qui se tiendront ici dans le pays.
Également dans l'actualité, sous la présidence du député Chalmaké Moussa Aré, la commission des finances générales et du plan a examiné donc hier dimanche le projet portant règlement budget de l'État pour l'exercice 2016. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, accompagné des responsables des différents départements de son ministère. Outre les membres de la commission des finances, de nombreux députés ont participé à la réunion et suite à un long débat vif et fructueux, les commissaires ont donné leur aval pour transmettre ce projet de loi à la prochaine séance plénière. Lieu qui aura très prochainement. Donc, tout a été examiné au niveau des dépenses et au niveau des recettes. Donc, plusieurs questions ont été soulevées et a été examiné. Donc, finalement, la Commission a donné un avis favorable pour la transmission à l'Assemblée plénière. Je vous remercie. Également dans l'actualité, la République de Djibouti a exprimé sa ferme condamnation du lancement par les milices Houthis samedi soir d'un missile balistique qui a ciblé la ville de Riyad. Le ministère des Affaires étrangères a estimé dans un communiqué publié que hier cette attaque criminelle contre la ville de Riyad confirme hors de tout doute la poursuite par les milices Houthis de leurs actes criminels visant à saper la sécurité et la stabilité dans le cadre d'une vaste conspiration contre l'État saoudien et les citoyens saoudiens. La République de Djibouti a considéré que cette attaque constituait un défi à la volonté de la communauté internationale et aux efforts déployés pour résoudre la crise yéménite. Le communiqué a exprimé l'appui et la pleine solidarité de notre pays avec le Royaume et la direction de l'Arabie saoudite. De notre pays également dans toutes les mesures prises pour préserver sa sécurité et sa stabilité. Et dans le cadre des travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se déroule à Paris, la délégation djiboutienne conduite par Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale pour l'éducation, la science et la culture, entame la phase finale de sa mission qui s'achève avec l'intervention de la Commission nationale lors du débat de politique générale. Cette visite de travail avait été ponctuée par des événements parallèles en consistant en des tables rondes et des réunions sur des thèmes aussi variés que celle de la promesse de l'éducation, regard croisé sur les objectifs et les challenges ou celle portant sur l'océan dont nous avons besoin pour l'avenir que nous voulons. En outre, toujours au siège de l'UNESCO à Paris, le ministre de l'Éducation djiboutien a exprimé sa confiance en ses qualités et compétences pour relever les défis qui l'attendent. Lors de cet entretien, les échanges ont porté sur les projets en chantier et les perspectives de collaboration future. Et au terme de cette mission, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a, du haut de la tribune de l'UNESCO, prononcé un important discours de déclaration nationale à l'endroit des participants de cette 39e session. Nous l'écoutons. Vous me permettrez, tout d'abord, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, au nom des membres de la délégation djiboutienne et en mon nom propre, de vous exprimer, à l'occasion de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO, le vœu de succès à l'endroit de toute l'équipe dirigeante et de féliciter et d'encourager tous ceux qui, chaque jour, œuvrent à réaliser l'ambitieux objectif qui vise à construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. Vous me permettez également, à l'entame de mon intervention, de rendre un hommage appuyé à Mme Irina Bokova pour avoir accompli avec succès sa mission au sein de notre institution. En dépit des difficultés budgétaires, soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti tient à féliciter de vive voix Mme Azoulay pour sa brillante campagne et son élection. Aussi, en ma qualité de président de la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, je souhaiterais partager avec vous les sentiments de fierté qui m'animent au regard de l'excellente relation qui existe entre mon pays et l'UNESCO. Nul besoin de réaffirmer que la collaboration avec l'ensemble des ministères et des organisations non gouvernementales associées
intéressés par le programme de l'UNESCO demeurent très étroites et très actifs. Cette confiance est favorisée par une approche concertée et une dynamique d'échange qui ont abouti au bon déroulement des actions essentielles pour le devenir de la population est-africaine et du bureau régional de Nairobi. Ainsi, je peux évoquer la conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche, placée sous le thème « La qualité et les défis futurs pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien », accueillie par mon pays en mai 2017. Et poursuivant son intervention, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que Djibouti est au-delà de la sous-région de la Corne de l'Afrique, souffre également des conséquences des conflits dans la région, des risques de l'extrémisme violent, du terrorisme et du fondamentalisme. Nous l'écoutons. Mon pays et au-delà la sous-région de la Corne d'Afrique souffre des conséquences des conflits dans la région, des risques de l'extrémisme violent, du terrorisme, du fondamentalisme. Nous soutenons les actions de promotion de la diversité culturelle, de l'acceptation de l'autre dans ses différences religieuses, culturelles, sociales ou politiques. La République de Djibouti soutient et encourage notre organisation à soutenir les initiatives pour lutter contre l'extrémisme violent à travers l'éducation. Et ces thématiques méritent bien sûr une attention particulière de notre part. Et il va sans dire qu'on ne peut combattre l'ignorance que par le biais de l'éducation. Mesdames et messieurs, en cohérence avec l'ODD 4 Éducation 2030, je voudrais fièrement rappeler ici que lors du sommet de l'ONU, qui s'est tenu à New York en septembre 2016, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est engagé dans une déclaration solennelle à protéger les droits des réfugiés et des migrants, à sauver des vies et à partager les responsabilités du soutien et de l'accueil de ces réfugiés et migrants. Il avait dit en substance, et je le cite, « Donnons aux enfants des réfugiés l'opportunité d'intégrer les systèmes éducatifs djiboutiens ». Ce positionnement courageux et cette volonté si bien affirmée est actée par la promulgation de la loi numéro 159 AN 16, 7e législature portant sur le statut des réfugiés en République de Djibouti en date du 5 janvier 2017. Le ministère de l'Éducation nationale, après la conclusion du mémorandum avec l'UNHCR et sur la mise sur pied d'un système éducatif pour les enfants réfugiés pour la rentrée 2017-2018, le MENFOP compte organiser, en collaboration avec l'IGAD, un forum régional et une table ronde ministérielle sur la question de l'éducation des réfugiés dans la région du 12 au 14 décembre 2017. Je voudrais terminer mon intervention en soulignant que la République de Djibouti est fière de s'être engagée dans le programme de l'UNESCO et qu'elle demeurera à le faire tant qu'elle se reconnaît pleinement dans ses valeurs, son fonctionnement, ses objectifs. Également dans l'actualité, l'hôpital général Pelletier, notamment son bloc opératoire, ont accueilli donc les 5 blessés somaliens qui vont pouvoir bénéficier des interventions chirurgicales. Et pour rappel, les 5 blessés donc ont été évacués par la mission médicale mandatée par le gouvernement djiboutien suite à l'attaque terroriste survenue le 14 octobre dernier à Mogadiscio. Présentant des complications multiples, ces 5 blessés somaliens ne pouvaient être traités sur place à Mogadiscio pour cause du manque d'équipement adéquat et de la faiblesse du plateau technique dans les hôpitaux somaliens. Ainsi donc évacués d'urgence par voie aérienne, les 5 patients somaliens ont été admis donc le 14 octobre dernier dans les pavillons d'hospitalisation de l'hôpital Pelletier, et après avoir passé donc une batterie d'examens et d'analyses préopératoires, Mohamed et ses 4 compatriotes ont finalement accédé donc jeudi dernier au bloc opératoire pour y subir des interventions chirurgicales cruciales dont ils avaient tant besoin. Les chirurgiens donc ont procédé à une pose de prothèses de fémur, à des extractions de balles et d'éclats qui étaient logés dans des zones extrêmement vitales, ou aussi à la réduction des fractures et fixation des os. Selon le docteur Aboubakar et le docteur Mustafa qui ont pris en charge donc ces opérations, le sort de ces blessés n'est plus en sursis puisque les opérations chirurgicales se sont déroulées avec succès et nos 5 patients somaliens qui ont regagné leur chambre d'hospitalisation dans un état optimal. Ils bénéficient également d'un suivi post-opératoire de la part d'un collègue d'experts et de chirurgiens très optimistes sur le sort de leurs patients en voie de guérison.
Et le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, donc, est revenu sur les circonstances de l'évacuation de ces blessés somaliens. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, après l'attentat qui est survenu à Mogadiscio, nous avons évacué, le ministère de la Santé a évacué 5 personnes qui ont besoin des soins spécialisés dont on ne pouvait pas les prendre en charge sur place. À cet effet, nous avons évacué ces 5 personnes qui sont hospitalisées au niveau de l'hôpital général Pelletier, 1 au niveau du service viscéral et 4 au niveau du service de l'orthopédie. Et depuis ce matin, nous avons fini tous les soins nécessaires pour la prise en charge de ces patients, où nous avons mis en place des prothèses au niveau de la hanche. On a extrait une balle qui était située au niveau de ce poumon. Donc maintenant, on est en train de continuer les soins post-opératoires. Et si Dieu le veut, jusqu'à une semaine, ils peuvent repartir, regagner au niveau de leur pays. Dans quelle langue lui là? Et également dans l'actualité, une année jour pour jour, date officielle donc de la redynamisation du SMUR. C'était le 3 novembre dernier sous la férule du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et en présence du ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okiye. Une date événement qui marque le transfert de tutelle de la structure mobile des urgences de réanimation SMUR vers le ministère de la Santé qui a pris le relais de l'armée nationale qui gérait auparavant la structure depuis sa création en 2007. Une cérémonie donc commémorative a été donc organisée à l'hôpital Cheikh de Balbala pour faire le premier bilan des activités du SMUR depuis sa redynamisation. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé a félicité le bilan positif du SMUR en encourageant les équipes qui ont travaillé, les urgentistes surtout, de préserver dans cette voie. Et quant aux perspectives à moyen et long terme, les deux responsables ont indiqué que le SMUR projette d'élargir son champ d'action à travers les redéploiements des unités au centre-ville et de la capitale et dans l'aérogare de Nagad, les réactivations du SMUR marine dans les régions du Nord et enfin la création d'une unité aéroportée pour réduire sensiblement le délai. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a rappelé qu'en insufflant cette nouvelle dynamique au SMUR, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a tenu à hisser les activités des urgences préhospitalières au rang des priorités dans la politique nationale de santé. On l'écoute. Voilà maintenant une année, jour pour jour, depuis le lancement par le Premier ministre et le ministre de la Santé, son Excellence Dr Jama Elmi Okiye, du nouveau SMUR. Et ces nouveaux SMUR étaient différents de l'ancien SMUR, puisque l'ancien SMUR était essentiellement dédié au transfert de malades. Vous intervenez, vous êtes une vraie unité médicalisée d'urgence et de réanimation, puisque vous réanimez sur place. Vous êtes maintenant, après une année, plus de 2000 interventions, dont à peu près plus de la moitié sont des AVP. Vous intervenez non seulement en dehors de vos structures, sur les routes, mais aussi au niveau à domicile. Vous combinez des activités qui sont dédiées traditionnellement au SMUR, mais aussi des activités qui devaient être dédiées au SAMU. Vous avez la charge à la fois d'une unité du SMUR, mais aussi d'une unité de SAMU. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps au Libéria où le second tour de la présidentielle plus qu'incertain divise le pays. Fardous. Eh bien Ahmed, donc, comme vous le dites, l'incertitude sur l'organisation du second tour de la présidentielle au Libéria après des plaintes pour fraude au premier tour accentue les divisions dans le pays alors que la pression internationale monte pour tenter de trouver une solution. La Cour suprême doit décider aujourd'hui de la tenue du second tour. Ce second tour donc a été initialement prévu pour demain
lendemain, 7 novembre, mais elle veut auparavant se prononcer sur l'examen de la plainte déposée par le Parti de la Liberté. Le duel final devant opposer l'ex-star international de football George Weah à la coalition pour le changement démocratique au vice-président sortant Joseph Boakai du Parti de l'Unité, qui ont obtenu respectivement 38 et 28% des voix au premier tour et donc à ce stade incertain. La Commission électorale nationale a déjà clairement affirmé que la date du 7 novembre n'était qu'un objectif qui ne semble donc pas plus possible d'atteindre. Selon le président de la Commission, il faut du temps pour les préparatifs dont l'acheminement de bulletins de vote, des urnes et la formation des personnes chargées de les encadrer. Les précédentes équipes ont été suspendues à la demande de la Commission. Le Parti de la Liberté de Charles Brusquin est arrivé troisième au tour, donc le 10 octobre dernier, avec 9% des suffrages, a immédiatement donc dénoncé des fraudes massives et des irrégularités. Il réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Et enfin, direction les États-Unis, Fardous, une fusillade au Texas, ça fait 26 morts au moins. Cette attaque a été menée par un ancien militaire qui avait été renvoyé de l'armée de l'air. Et oui, donc cet ex-membre de l'armée américaine a ouvert le feu dans une église au Texas, tuant 26 personnes en plein service religieux et une vingtaine d'autres personnes ont été blessées. Les victimes sont âgées respectivement de 5 à 72 ans. Cette tuerie intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays, avec 58 morts, qui avait relancé donc une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu. C'est dimanche, donc hier soir vers 20h, que l'on célébrait la messe. Un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années a ouvert le feu sur la First Baptist de Church, donc un hameau rural du Texas faisant donc de 400 habitants. Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église en plein service religieux avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite mais a été retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.